littérature comme philosophie. Donald Barthelme m'avait invité à m'adresser aux étudiants gradués de l'atelier d'écriture de l'université de Houston sur le thème « Philosophie et littérature ». J'y ai vu une occasion idéale pour aborder la question inverse de celle dont traite l'essai qui précède. J'y avais tenté de prouver que la philosophie n'est pas de la littérature. Ici, je cherche à démontrer que la littérature, de son côté, n'est pas de la philosophie. Cependant, le critère que j'établis pour la littérature s'applique aussi à une classe spécifique de textes philosophiques, à savoir ceux qui incarnent une idée en même temps qu'ils la représentent et qui par là sont dotés d'une dimension littéraire. Selon ce critère, le présent essai n'est pas de la littérature, quelque littéraire qu'il puisse être par sa manière. Après tout, il a été présenté devant un groupe d'écrivains et je me suis efforcé d'éviter d'être lourd et, disons-le, philosophique. Il n'y a pas tant d'années que cela, on aurait pu trouver dans les écrits de Rudolf Carnap, une des figures dominantes de cette variante spécifique de la philosophie analytique, que fut l'école du positivisme logique, les idées les plus à la page concernant la relation entre la philosophie et l'art. La conception de Carnap est typique pour l'époque, bien qu'il la présente de manière plus stridente que d'autres auteurs. Beaucoup d'énoncés sont analogues au rire, en ce qu'ils n'ont qu'une fonction expressive et pas de fonction représentationnelle. Des exemples en sont décrits comme haut, haut ou à un niveau plus élevé, des vers lyriques. Les propositions métaphysiques sont expressives au même titre que le rire, les vers lyriques et la musique. Par proposition métaphysique, Carnap désignait sans doute ce qui, n'importe qui d'autre appellerait philosophie, tout comme par vers lyrique, il entend n'importe quelle œuvre littéraire. Du point de vue de cette vision panoramique, même les distinctions les plus grossières sont trop fines pour que cela vaille la peine de les faire. Il y a une certaine grandeur balbutiante dans la manière dont, en 3 phases à peine, Carnap expédie, dans les limbes de l'incohérence, les sonnets de Shakespeare, et le monde comme volonté, comme représentation, considéré comme autant de gloussements et de tressaillements nerveux, des moyens détournés pour extérioriser des sentiments. Le point d'appui grâce auquel toutes ces symptomatologies cultivées se trouvaient évacuées du discours à fonction représentationnelle était fourni par un principe de signification cognitive dont Carnap et ses cohortes croyaient qu'il définissait le véritable discours cognitif, c'est-à-dire les descriptions scientifiques du monde. Il s'agit du célèbre et redouté critère de vérifiabilité de la signification cognitive, en vertu duquel une expression n'est douée de signification que si elle est vérifiable, et cela en principe du moins à travers une expérience sensible. Le fait qu'on ait pu considérer comme une audace majeure la proposition de Karl Popper de faire intervenir la falsifiabilité dans la signification des théories est un signe de la domination exercée par le critère de Carnap. Mais de toute manière, les rires, les vers lyriques et la métaphysique sont réunis en une seule masse et séparés du reste par leur incapacité risible à passer ce que les positivistes pensaient être un test ridiculement facile. Ensuite, dans un geste qui a dû paraître incroyablement généreux et qui était dû peut-être à la déférence devant l'amour impénitent et tout à fait irrationnel de Carnap pour la poésie, ces énoncés avilis se sont trouvés réhabilités à travers la reconnaissance de l'existence d'un genre secondaire de signification que les positivistes identifièrent comme la signification émotive. Ils pensaient que ce genre de signification était accessoirement aussi celui de la classe des énoncés oraux qui eux aussi ne font qu'exprimer les sentiments de ceux qui les émettent. L'unique contenu cognitif véhiculé par la poésie et la philosophie réside dans le témoignage qu'elles apportent en tant que symptômes sur les pathologies de leurs auteurs. Prises comme observation pour ne pas parler d'observation profonde sur quelque réalité cachée, elles sont aussi futiles qu'un cri poussé dans le désert. Comme on sait, l'histoire ultérieure du critère de vérifiabilité a été bien triste. On pourrait presque s'en servir comme d'une métaphore pour la médecine gériatrique où des techniques de plus en plus complexes sont mises en œuvre pour prolonger la vie par des moyens extérieurs et artificiels. Le pauvre principe a été trimballé en chaise roulante de thérapeute en thérapeute, aucun n'étant capable d'étancher ces hémorragies chroniques, puisque ceux qui combattaient comme non-sens et ceux qui l'admiraient comme paradigmatiquement doué de signification ne cessaient de s'infiltrer réciproquement, et qu'on n'a finalement jamais pu trouver le moyen susceptible
de garantir les frontières strictes que Carnap pensait qu'on pouvait tracer entre la science et la bêtise. Le logicien Richard Jeffrey m'a dit un jour qu'il en était du critère de vérifiabilité comme de la sibylle de Cumes, décrite par Pétrone dans un passage qui est cité en exergue de The Wasteland. Il voulait simplement mourir. Pas plus qu'à la sibylle, il ne lui fut accordé de mort digne, et à mon avis, il continue à hanter l'inconscient philosophique de la pensée contemporaine, à un point tel que si nous enlevions patiemment les déguisements des arguments actuels, nous finirions par découvrir l'esprit inquiet du vérificationnisme comme facteur pathogène fondamental. En fait, le vérificationnisme lui-même n'est qu'un déguisement d'une des options philosophiques profondes que, fait ironique, il cherchait à éliminer, à savoir l'idéalisme philosophique, dont les masques sont légion et dont l'essence est peut-être inséparable de la pensée. Mais c'est là une autre histoire, ou un autre genre d'histoire que celle que je m'efforce de narrer. Mon évocation de l'esprit du vérificationnisme ne s'inscrit pas dans un effort pour entreprendre ce genre de diagnostic structurel. Je voudrais plutôt le représenter comme un des chapitres de la longue relation peu édifiante entre la philosophie et l'art qui débute avec Platon. Une inimitié qui est si profonde que la philosophie n'hésitera pas à verser la totalité de la poésie du côté du non-sens, fût-ce au prix d'y consigner aussi une bonne partie d'elle-même. On n'a qu'à placer côte à côte le portrait qu'Aristophane dresse du philosophe dans les nuées et celui du poète présenté par Platon dans la République, pour voir comment débute l'histoire de nos destins entrelacés dans la conscience occidentale. Dans l'assujettissement philosophique de l'art, j'ai soutenu qu'on peut considérer la totalité de la métaphysique platonicienne comme un labyrinthe cosmique destiné à placer l'art, tel un minotaure en quarantaine logique, et qu'on peut lire toute l'histoire subséquente de l'esthétique occidentale dans la même lumière peu glorieuse, sinon comment comprendre que selon l'opinion quasi générale, l'essence de l'art réside dans son caractère éphémère. Autrement dit, qu'il se situe en dehors du cadre de l'utilité et des finalités qui définissent la vie humaine, qu'il s'agit de quelque chose qu'on contemple à travers les barreaux du musée et du théâtre et qui se trouve à une distance irréductible du monde qui importe réellement. Il y a une justice délicieuse dans la suggestion de Carnap selon laquelle Platon, l'architecte si habile d'une prison pour l'art, est en fait lui-même un des prisonniers, puisque la théorie des formes appartient à la même famille qu'énoncée que la poésie lyrique d'Archiloque. Elle ne fait qu'exprimer les sentiments du philosophe, la haine de la poésie. Il aurait tout aussi bien pu composer des vers. Carnap a écrit à la fin d'un autre essai « La métaphysique est un substitut bien qu'inadéquat pour l'art ». Il voulait dire par là que les métaphysiciens utilisent les formes du discours douées de signification, la science, afin de créer l'illusion de la signification, quand en fait on n'assiste à rien d'autre qu'à l'expression travestie des sentiments du philosophe, activité pour laquelle les structures de la littérature seraient plus appropriées et risqueraient moins d'induire en erreur. À cet égard, Carnap fait l'éloge spécial de Nietzsche. Ainsi, par les Zarathustra se distingue par une honnêteté rare dans les écrits philosophiques, puisque Nietzsche ne choisit pas la forme théorique qui pourrait induire en erreur, mais ouvertement la forme de l'art, de la poésie. Il y a une note de poésie involontaire dans le portrait dressé par Carnap, ainsi qu'une pointe de malice, et comme toute caricature, il blesse par ses exagérations. La vignette satirique du philosophe comme poète, arborant la blouse blanche du scientifique, est injuste, d'abord vis-à-vis de la poésie, conçue comme un non-sens qui, loin de se travestir en quelque chose d'autre, exhiberait au contraire ouvertement les attributs de sa vacuité cognitive, comme un fou qui endosserait un costume de bouffon. Mais en deuxième lieu, elle est injuste vis-à-vis de la profusion des formes philosophiques, dont fait partie la curieuse forme incantatoire choisie par Nietzsche dans Zarathustra, un livre qui pour l'interprète pose des questions aussi complexes concernant la voie narrative que la recherche du temps perdu. De plus, l'ambiguïté de la voix, est-ce Nietzsche qui parle ou est-ce Zarathustra, réfracte le message dans une polyphonie dont il est impossible de croire que Nietzsche a pu croire qu'elle était sans relation avec un contenu, dont il est tout aussi impossible de croire qu'il aurait pu croire que fondamentalement il n'existait pas. La palette des formes philosophiques est à mon avis la plus riche qui soit, et elle inclut bien entendu la forme du rapport scientifique favorisé par Carnap et ses collaborateurs, qui plus que quiconque ont sélectionné les paraphernaux de l'objectivité et du désintéressement que cette forme véhicule rhétoriquement.
Je suis certain qu'une des raisons pour lesquelles le positivisme logique paraissait si menaçant à son époque résidait dans le fait qu'il présentait des trouvailles dans des publications dont la forme aurait été adaptée par exemple au compte rendu des analyses spectrographiques réalisées sur une molécule, jonglant de manière virtuose avec des formules abstraites et faisant un usage agressif des nouvelles notations logiques. S'il existe un ensemble d'écrits dans lesquels les sentiments, la haine, le dédain, le mépris, peut-être la peur et certainement l'hystérie sont exprimés sous la forme théorique susceptible d'induire en erreur, ce sont bien les publications classiques du Cercle de Vienne. Elles sont autant de spécimens d'une agressivité disciplinée. La solution finale au problème de la métaphysique sonne comme un écho déplaisant à d'autres solutions finales bruyamment débattues dans le monde germanophone des années 30 et du début des années 40. La réponse proposée par Carnap fait partie de toute une classe de réponses à ce que nous pourrions désigner comme le problème de la philosophie, qui consiste dans la question de ce qu'est la philosophie. La philosophie du XXe siècle peut être définie de manière précise par le problème qu'elle est devenue à ses propres yeux. Elle correspond presque exactement à ce qu'était pour Heidegger l'être humain. Si l'homme est cet être qui questionne la nature de son être, l'être de la philosophie est devenu précisément cette question. Deux types majeurs de réponses ont été proposés qui s'accordent pour rejeter les nombreuses prétentions avancées en leur nom par la philosophie à des époques où elle doutait encore moins d'elle-même. Le premier type de réponse tente d'identifier la philosophie à la réalisation de quelques tâches intellectuelles tout à fait limitées, présentées comme ayant été finalement de tout temps l'occupation essentielle de la philosophie, débarrassée de ses excroissances superflues. Ainsi, dans les années 50 à Oxford, la philosophie s'est trouvée réduite à un examen minutieux de l'usage ordinaire, donc de ce que nous disons lorsque, en Californie, dans les années 70, elle était conçue d'une manière plus technique, comme construction d'une sémantique pour les langues naturelles. Quant à Carnap, il pensait que la philosophie avait pour tâche de construire un langage formel pour la science. L'autre réponse est plus radicale, elle consiste en fait à nullifier la philosophie en la considérant comme une illusion de compétences intellectuelles, un travestissement inerte du travail de l'esprit, quelque chose qui commence uniquement, comme disait Wittgenstein, lorsque la langue est en fait. Pour ma part, je trouve frappant qu'on n'ait pas trouvé d'injure plus irrésistible que l'idée, ces derniers temps largement acceptée, de Derrida, selon laquelle la philosophie n'est que métaphore, les textes philosophiques devant être abordés comme un genre littéraire. On ne saurait avoir une opinion très élevée de la littérature si le fait d'y assimiler la philosophie constitue un acte d'humiliation déconstructionniste. Quelle peut être notre estime pour les femmes si le terme de féminin est une insulte lorsqu'on l'applique à des hommes? Mais la théorie littéraire déconstructionniste n'a pas non plus une opinion particulièrement élevée de la littérature qui accroît la dégradation projetée de la philosophie, car ce qu'elle veut, c'est élever la critique aux dépens des deux autres activités. Comme il s'agit d'une analogie de toute façon irrésistible, considérons la transformation des œuvres littéraires en simples objets textuels, comme étant parallèle à la réduction des femmes en simples objets sexuels. Construire les œuvres littéraires comme de simples objets supposés être amenés à la vie par une intervention grammatologique. C'est les traiter comme si elles étaient logiquement passives et n'existaient que pour le plaisir interprétatif de l'herméneute. C'est comme si elles n'étaient destinées qu'aux critiques. Qui sait comment s'y prendre pour les maintenir à leur place? Il s'agit donc d'une agression qui emprunte ses structures à la domination sexuelle. L'enthousiasme débridé avec lequel la déconstruction a été accueillie par les membres de l'establishment littéraire est certainement lié à l'impression qu'on s'est émancipé des textes qui jusque-là recelaient la promesse d'une signification à découvrir au prix d'un travail intellectuel ardu, mais qui maintenant sont considérés comme infiniment malléables au point d'accepter n'importe quelle signification qu'on a envie de leur imposer. C'est ainsi que nous trouvons dans la métacritique d'aujourd'hui une reproduction du conflit entre théorie et littérature, conflit par lequel la philosophie a commencé sa longue et récemment peu édifiante carrière. La philosophie a débuté en se définissant elle-même par la suppression de la poésie. Le fait que les textes philosophiques aient fini par se retrouver du même côté que les textes littéraires, assaillis et maintenant dégradés au même titre, comporte donc une ironie dialectique.
Eh bien, si la philosophie est si proche de la littérature que des ennemis communs peuvent les traiter comme s'il s'agissait d'une seule et même chose, elle peut peut-être commencer à reconquérir la dignité qu'elle avait cherché à s'assurer aux dépens de la littérature, en restituant sa dignité à cette dernière. Ensuite, elle pourra s'examiner elle-même pour voir si elle possède la même dignité que celle qu'elle découvre dans l'art. À mon avis, dans le cas de la philosophie, ce n'est pas de cette dignité qu'il s'agit, mais d'une dignité qui lui est propre et qu'elle ne saurait revendiquer qu'en la distinguant de celle de l'art. De nos jours, le philosophe de l'art doit accomplir un double réaffranchissement, l'un étant la condition de l'autre. Ce fait me semble comporter une ironie finale, à savoir que le destin de l'identité de la philosophie elle-même se trouve compliqué parce que les philosophes, d'une manière qui est caractéristique de leur mépris pour l'art, ont discrédité comme la branche la plus marginale et presque frivole de la philosophie. De mon point de vue, la philosophie de l'art est le cœur de la philosophie. Grâce à une étrange évolution interne de l'art de notre siècle, la philosophie s'est pratiquement vue délivrer un certificat d'authenticité par son ancien ennemi, au sens où la définition de l'art s'est révélée être un problème philosophique. Ce dont il découle qu'aussi longtemps que l'art existe, il doit y avoir une place pour la philosophie. Je veux dire par là que l'art a montré que la classe des œuvres d'art ne constitue pas une espèce naturelle, de sorte que la distinction entre les œuvres d'art et les autres choses ne relève finalement pas de la science. Cela a été montré par l'émergence d'œuvres d'art qui ne peuvent pas être distinguées de simples objets, qui ne sont pas des œuvres d'art, bien que les deux objets se ressemblent dans toutes leurs particularités perceptibles. Duchamp a été le premier à réaliser de telles œuvres d'art, et c'est avec brio que Warhol, Lichtenstein, Oldenburg et d'autres ont ensuite élargi et exploité son expérience au cours des années 60. On n'a qu'à prendre n'importe lequel des ready-made de Duchamp, par exemple le porte-bouteille, dont il y a quelques années encore on pouvait acheter les pendants dans les quincailleries de France, peut-être d'ailleurs qu'on en trouve toujours. Toutefois, les porte-bouteilles constituent une espèce naturelle dans la mesure où ils partagent l'ensemble des propriétés qui caractérisent un porte-bouteille et qu'on veut vérifier à l'aide de critères standards. Or, voici un objet qui ne diffère en rien de ses pairs et d'un porte-bouteille selon ses critères, mais qui est aussi une œuvre d'art, avec un titre, un certificat d'origine, une date d'exécution, et qui vaut son pesant d'or. Duchamp a réalisé bon nombre de ready-made, et il aurait pu en produire tant et plus d'ailleurs. On pourrait l'imaginer sans peine en réalisant avec des ouvre-boîtes, des chasse-neige et des pompes à vélo, au lieu de roues de bicyclette, de peignes à penser et d'urinoirs. Ainsi, n'importe quelle espèce naturelle peut-elle fournir une œuvre d'art qui soit aussi indiscernable de ses répliques que le porte-bouteille l'est des siennes. Mais les objets de cet ensemble hétérogène ne peuvent pas avoir en commun des propriétés très intéressantes. En fait, ils ont en commun ce qu'ont en commun les membres de toutes les espèces naturelles, ce qui risque de n'être pas grand-chose. Mais tous sont ou peuvent être des œuvres d'art.